Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on va reprendre les instincts de survie dans la catégorie mystique. Induction, je le rappelle, induction c'est quoi? C'est un ultimatum, en plus la dernière liste des tabous, errata, etc. A mis en exergue voilà, ces ultimatums comme n'étant plus forcément des éléments exclusifs entre guillemets au renouveau, mais bien quelque chose inhérent au jeu. Et du coup, il s'agit de réaliser une campagne sans gain d'expérience. Rien de plus. Bon, on avait fait la petite exception avec Caroline Fern, l'as de bâton, voilà, dans le cadre de l'histoire. Mais mis à part ça, on n'avait pas fait d'entorse à la règle. Ces campagnes se jouent en difficulté standard et avec un pool de cartes complet pour contrer un peu la difficulté supplémentaire de jouer un deck à 0 XP. Comme d'habitude, la campagne et l'investigateur, le deck et le retour d'expérience, sachant qu'aujourd'hui, on s'attaque du coup à Innsmouth. Du coup, la dernière campagne avant le cycle d'édition nouvelle formule. Innsmouth se caractérise, comme vous pouvez aller le voir sur la vidéo des contrées sauvages ou les vidéos des contrées sauvages qui y sont dédiées, par une dépense d'XP atypique, par un nombre d'ennemis assez important et des scénarios assez caractéristiques. La mécanique inondation, c'est-à-dire le fait que les lieux viennent s'inonder au fur et à mesure selon différents événements de l'histoire, et des ennemis qui ont des effets d'engagement assez embêtants, dégâts, horreurs, etc. Pour cette campagne, à mon avis, il nous fallait quelqu'un avec une certaine mobilité, mais aussi quelqu'un qui était en mesure quand même de bien gazer sur ces tests. Et du coup, j'ai choisi ni plus ni moins que le mystique de la boîte de ce cycle, c'est-à-dire Dexter Drake. Alors, on a déjà fait un instinct de survie sur Dexter Drake. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui s'y rapporte. Donc, c'est pour ça que je vais passer rapidement sur le personnage. Bon, point particulier, voilà, il a 5 de volonté, et du coup, on va essayer de jouer sur cette volonté pour réaliser nos tâches. Ce qui est utile, c'est évidemment sa capacité, en rapide, lors de votre tour, défausser un soutien que vous contrôlez, jouer de votre main un soutien avec un titre différent, réduisant de 1 son coût. Ce qui nous encourage à avoir des cartes en un exemplaire, en singleton du coup, et qui nous permet d'avoir un certain gain d'action, notamment à l'égard des sorts avec des charges. J'ai pris en compte les versions classiques, traditionnelles, qui sont arrivées avec le cycle d'Innsmouth en ce qui concerne ces cartes signatures, le sens du spectacle et les brides occultes, et je n'ai pas pris en compte les cartes promotionnelles qui avaient été données d'ailleurs auparavant. Le sens du spectacle marche bien avec justement les différents soutiens qu'on va poser grâce à sa capacité, et les brides occultes, on va les jouer grâce à sa capacité justement, donc ça nous fait d'abord un -2, puis un -1, mais quelque part, étant donné qu'on va les changer avec sa capacité, ça va pas nous coûter d'action. Ça va faire certes un malus en volonté, mais pas d'action, donc quelque part, c'est pas forcément très difficile de gérer cette faiblesse. Le deck, du coup, le voici. Alors, comme il y a beaucoup de singletons, vous le voyez, il y a une liste longue comme un jour sans pain, en matière de soutien notamment. Alors, pour enquêter, on a la baguette de sourcier, qui peut nous permettre d'enquêter tantôt à la volonté, tantôt à l'intelligence. Donc évidemment, nous, on a enquêté à la volonté, c'est évident. Dans le même set, on a la serpe de cérémonie, qui est du coup son pendant, mais du coup combat, ainsi que le pentacle d'Onyx, qui est son pendant du coup pour échapper à. Pourquoi? Parce que Dexter, on le voit, grâce à sa capacité, va nous permettre de remplacer ces 3 soutiens qui vont avoir des fatalités sur eux, et donc du coup avoir une bonne gestion des fatalités. Ce qui fait que dans l'absolu, il va pouvoir profiter des boosts assez importants en matière d'effet de la baguette de sourcier, c'est-à-dire un déplacement avant l'enquête, ou le pentacle d'Onyx échapper à distance à un ennemi dans un lieu connexe. C'est plutôt pas trop mal pour finalement un retour de bâton qui n'est pas si important que ça, puisqu'on va bien gérer les fatalités grâce à sa capacité. Pour continuer un peu sur le domaine de l'enquête, on a un 6e sens. On a les chapelets de malédiction qui nous permettent de fuir automatiquement un ennemi, échapper automatiquement à un ennemi, lui mettre une fatalité dessus et derrière récupérer un indice dans le lieu. Et c'est à peu près tout en matière d'enquête, sachant que
à l'instar de beaucoup d'autres runs en induction pour les mystiques, je joue Alyssa Graham. Alors oui, il y avait David Renfield et l'initié aux arcanes, pour autant, en vrai, ils ne sont pas sortis tant que ça. Sur tout ce qui est la gestion des ennemis, on l'a vu, le pentacle d'Onyx et la serpe de cérémonie, ainsi que les brumes de Herlier, de façon à venir fuir, échapper aux ennemis. Chose qui sert aussi, qui aurait pu servir un peu, c'est la tenue élégante, même si on verra par la suite que ce n'a pas été le cas. Le chapelet de malédiction et drainer l'essence, qui vont aussi nous servir pour gérer les ennemis, le tout avec la langue surnaturelle, qui est ce soutien arcane, enfin qui occupe un slot d'arcane, qui est un sort, qui nous est vu arriver avec Hemlock Vale, notamment pour Alexandra, et qui nous permet en fait de rejouer depuis notre défausse des événements de discussion, et ça tombe bien, puisque chapelet de malédiction, draine et l'essence, ce sont des discussions. On a l'hymne antédiluvien, qui est aussi une carte qui nous arrive avec Hemlock et qui nous permet de trier, en gros, les 5 premières cartes du deck rencontre, moyennant 2 actions. Moi je trouve ça assez intéressant, notamment en solo, pour éviter, sur certains scénarios bien spécifiques, de se faire envahir par les mobs, surtout qu'en solo c'est un peu compliqué. Regardez ça pour s'appuyer en matière d'économie, présence d'esprit pour gagner quelques actions, on a prophétisé pour tirer parti, tirer profit de l'ensemble des fatalités qu'on va avoir en jeu, entre l'intrigue, les ennemis, mais aussi nos propres soutiens, puisqu'on a aussi Alyssa Graham, David Renfield et l'initié aux arcanes qui peuvent prendre des fatalités. Ce qui fait que, bon, on le voit, le deck tourne beaucoup autour de cette mécanique, ce qui fait qu'on a du coup le masque du chat qui va se recharger très facilement, et du coup c'est quand même pas mal comme petite mécanique. Le sort de protection, un peu d'aide à ce niveau-là, ça fait toujours du bien. On le voit, le deck n'est pas si cher que ça, puisqu'il y a une majorité de cartes qui coûtent 1. On a quand même encore 7 compétences qui ne sont pas prises en compte dans les coûts. Donc 7 plus 1, ça fait quand même 8 cartes qui ne coûtent rien. Plus 9 qui coûtent 1, ça nous fait une bonne moitié du deck qui a un coût de 1 ou moins. C'est quand même pas mal. Au niveau des icônes, on le voit, on a beaucoup d'icônes de volonté. Pas mal d'icônes d'agilité, mais qui ne seront pas forcément utilisées comme telles. Donc c'est voilà, une répartition qui est somme toute assez classique, sachant que les icônes des soutiens ne sont pas, on va dire, prévues pour être utilisées en tant qu'icônes, mais bien pour les soutiens. Du coup, le retour d'expérience avec d'abord quelques remarques générales, et bien sachez que la campagne a été gagnée. Voilà, on continue à gagner des campagnes en induction, ça se fait. Bon, Innsmouth, à mon humble avis, n'est pas la campagne la plus difficile. Je dirais d'ailleurs que, en dehors du cas où on veut tous les flashbacks, c'est une campagne qui finalement reste plutôt abordable, surtout le final. Le final, moi personnellement, je ne le trouve pas si difficile que ça. Ça tient encore une fois à mon gameplay. C'est une carte qui est assez ouverte avec beaucoup de connexions, donc on peut arriver via nos actions de mouvement à faire en sorte que les ennemis se retrouvent tous dans le même lieu et à les fuir petit à petit. Si on s'y prend suffisamment en avance, on ne galère pas forcément à l'égard de Hydra et de Dagon dans ce dernier scénario. Franchement, ça va. C'est pas à mon avis, voilà. Moi, je crois qu'il y a récemment sur le Discord, j'avais fait un petit classement là, des campagnes dans mon ressenti en matière de difficulté. Pour moi, Innsmouth fait partie des campagnes moyennes, c'est-à-dire, enfin moyennes. Moi, j'avais mis moyen, difficile et très difficile, hein, voire presque infaisable, en solo hein, notamment. Et Innsmouth, moi, c'est une campagne que je gagne quasiment à chaque coup hein, quand j'arrive au dernier scénario. Donc bon. La bonne plus-value du deck, c'est la bonne gestion du tempo, notamment grâce à l'action de Dexter, mais aussi ces fameux soutiens à fatalité, la baguette de sourcier et le pentacle d'Onyx notamment. Présence d'esprit a servi par-ci par-là, c'est pas ce qui a fait la diff, mais c'est toujours agréable. Enfin, et ça il faut quand même le noter, c'est un deck qui avait trop de cartes mortes. Alors oui, les cinglotons c'est bien, mais finalement il y a quand même pas mal de cartes que je n'ai peu, voire pas utilisées, et on va voir ça par la suite. Au niveau des différents scénarios, bon, le gouffre du désespoir, moi qui est un de mes scénarios de début préférés, je trouve qu'il est vraiment super bien. On le voit, j'ai eu tous les flashbacks. C'était inespéré, franchement, je pensais pas arriver à avoir tous les flashbacks comme ça, et c'est vrai que ça m'a bien mis en train. Bon, ça, grâce à quoi? La baguette de cérémonie que j'ai eu dès la main de départ, la baguette de sourcier, pardon, que j'ai eu dès la main de départ, ce qui m'a permis énormément de gains d'action. Mais du coup, en plus,
en étant en solo, en alternant les lieux généralement avec un seul indice, bah, du coup ça m'a permis d'avoir une bonne gestion des fatalités. Un lieu, une fatalité, l'autre lieu, on enlève la fatalité, ça permettait de bien jouer. Le chapelet de malédiction m'a d'emblée aidé pour récupérer des indices quand j'avais des mobs qui popaient et qui étaient plus ou moins embêtants. Et puis voilà, ça a été un scénario qui s'est quand même très très bien passé. Rien à dire là-dessus. La disparition d'Elina Harper, c'est un scénario qui est iconique de cette campagne, un peu style Cluedo. Et du coup, Dexter s'en est assez bien sorti. Bon, concrètement, il me restait à la fin 2 suspects, 2 cachettes. J'ai eu de la chance sur l'un des deux, une chance sur deux, les statistiques sont présentes. J'ai trouvé le bon suspect et par contre, j'ai fait échec sur la cachette. Bon, encore une fois, une bonne mobilité et là-dessus, surtout, ce qui a aidé, c'est le pentacle d'Onyx qui m'a permis d'esquiver à distance pas mal de choses. J'avais un peu zappé. En fait, je pensais que la tenue élégante était utile pour ce scénario, mais en fait, pas du tout. C'est vrai que j'avais pas regardé la campagne avant de la jouer, ça faisait un petit moment. Donc, bon, ça ne m'a servi strictement à rien. Drainer l'essence m'a servi là en l'occurrence pour gérer les ennemis avec de la fatalité sur eux. Ça a été pas mal du tout, surtout que comme on le disait en introduction, il y a des mobs qui nous flanquent des dégâts dès qu'on est engagé avec eux. Et donc du coup, c'est vrai que drainer l'essence, ça m'a aidé à maintenir un faible taux de dégâts sur Dexter. De façon globale, je pose peu de soutien, comme à mon habitude, sachant qu'en plus là, j'ai le gain d'action via Dexter, donc ça va quand même très très vite. Là-dessus, j'avais joué le pendule de cristal, mais bon, comme c'était un peu hasardeux, ça m'a pas servi. Je crois qu'il y a eu une fois où j'ai pu piocher une carte. Bon, pas grand-chose. On passe du coup à mouiller jusqu'au cou. Mouiller jusqu'au cou, c'est la première fois en solo que j'ai tous les flashbacks, il me semble. Peut-être la deuxième, mais bref, pour moi c'est super rare. Je trouve que c'est super compliqué de réussir à avoir tous les flashbacks, et d'autant plus en solo quand on a ces clés qui sont sur la foule et ou sur le shogot. C'est super compliqué. Non, c'est sur la foule. C'est sur la foule et pas sur le shogot. Et ça l'a fait. Ça l'a fait parce que, en fait, avec les mouvements, les barrières, etc., j'ai pu revenir en arrière. Et là-dessus, la carte que j'aime beaucoup, Voyage Astral, m'a beaucoup servi, puisque du coup, je suis allé jusqu'à la gare. Une fois que je suis arrivé à la gare, un peu avant le lieu d'avant, je crois, j'ai fait mon voyage astral, le shogot me poursuivait, et je suis revenu dans le lieu de la place du marché pour aller gérer la foule en colère. Et ça s'est très bien fait avec la serpe de cérémonie d'ailleurs. Donc, plutôt pas mal. Le shogot en plus m'a défoncé pas mal de barrières, donc c'était plutôt pas trop mal tout ça. J'ai utilisé le miroir, c'est la seule fois que j'ai utilisé le miroir dans la campagne, c'était vraiment pour assurer les tests contre la foule, le miroir de divination, parce que j'étais un peu léger en termes de compétences pour gérer la foule avec la serpe. Encore une fois, voilà, les brumes et la baguette de sorcier m'ont énormément aidé en matière de tempo. Bon, alors après, avec tout ça, j'ai fini malgré tout ça, pardon, j'ai quand même très bien fini grâce à toute cette mobilité et le fait de ne pas avoir perdu de temps sur les lieux à point de victoire, évidemment. Et bien en fait, j'ai fini au premier round ou au deuxième round, début du deuxième round de la dernière intrigue, ce qui fait que j'avais encore un peu de temps. Le scénario 4, le récif du diable, je ne l'ai pas joué, j'ai abandonné directement. Alors oui, c'est un peu dommage, vous me direz, parce que j'avais tous les flashbacks jusque-là, et c'est dommage de ne pas être allé chercher ceux du récif du diable. J'aurais peut-être pu avoir la fameuse fin cachée, que j'ai encore jamais joué. Mais franchement, non, le récif du diable, pour moi, ça reste un scénario purge. Et j'ai pas le courage. Franchement, j'ai pas le courage de le jouer. Je cours pas après les XP. En plus, quelque part, en réussissant ce scénario, en obtenant ces fameux objets, en fait, j'aurais pourri mon Chaos Bag, alors que c'est vrai qu'en solo, avec un deck niveau 0, bon, avoir un Chaos Bag léger, sympathique, c'est toujours favorable, voire très favorable. Aurore à tous vitesse, bon, j'ai rien marqué de particulier, parce qu'en fait, c'est un scénario que j'adore, mais en fait, en standard, il est vraiment très facile, moi je trouve, en tout cas. J'ai fini le scénario en 8 rounds, donc au 8e round,
ça a été éclair. Bon, bah parce que là, j'ai pas cherché dès que j'ai avancé 4 fois d'initiative en subissant 2 dégâts, 2 horreurs, en générant 2 ennemis derrière moi. Mais en fait, comme j'avais le pentacle d'Onyx, bah, en fait, ça me permet de leur échapper à distance et en fait, ils m'ont jamais rattrapé. La carte qui est vachement aidée sur le scénario, c'est l'hymne antédiluvien. Alors oui, ça m'a fait perdre 2 actions, mais en fait, derrière, eh ben, je connaissais mes 5 traîtrises au niveau du DR. Je crois que j'ai mis un antique fléau, oui, j'ai mis un antique fléau sous le DR. Mais derrière, en fait, je savais exactement ce qui m'attendait, donc j'ai gardé les icônes qui allaient bien. Franchement, il n'y a rien du tout. Et j'ai surtout bien gardé mes sorts de protection, mes 2 que j'ai eu d'ailleurs, que j'ai pioché, pour les traîtrises qui s'attachaient au véhicule, pour éviter d'être trop ralenti. Pour continuer avec tout ça, une lueur dans le brouillard, eh ben, étant donné que, bon voilà, pour l'intégralité des flashbacks, c'était mort, pour une fois, j'ai décidé d'abandonner au niveau de la pointe du faucon. Alors ce que j'ai fait, c'est quand même, je suis rentré, j'ai réussi à obtenir un flashback parce que ce flashback me permettait d'enlever un symbole, ça je m'en rappelais, je crois que c'était un cultiste d'ailleurs. Mais une fois que j'ai fait ça, avant de rentrer en bas et que ça avance et que je ne puisse plus abandonner à la pointe du faucon, eh ben je l'ai fait pour honnêtement m'éviter pas mal de petits soucis, même si effectivement, et comme je ne l'avais jamais fait, je ne le savais pas, on n'a pas on n'a pas le scaphandre pour le dernier scénario. Mais du coup, en ayant fait les flashbacks auparavant plus celui de la lueur dans le brouillard, et bien en fait, je crois que au total, dans le bag, il me restait en termes de symboles, il me restait bon, évidemment le signe des anciens et l'échec automatique, mais juste 2 crânes incultistes, et j'avais 2 plus 1 dans le bag, donc c'était vraiment super confort à ce niveau-là. La tanière de Dagon, bon, moi, c'est un scénario que je gère rarement. C'est un peu comme le récif du diable. En fait, la réussite précédente de l'ensemble des scénarios fait que celui-ci est un peu corsé. Moi, j'avoue, enfin, je me trompe peut-être, je sais pas. Mais je pense qu'il y a peut-être un petit défaut de calibrage à ce niveau-là. En fait, quand on est sur la version où on a pléthore de maudits dedans, bah en fait, sauf avoir un deck pleinement maudit, on peut pas en faire, grand chose. Alors, j'ai pas abandonné dès le début. J'ai voulu jouer quand même le premier acte. Wow, on sait jamais ce qu'on rajoute, enfin, ce qu'on fait, mais en vrai, ça a servi strictement à rien. Trop de fatalité partout, trop de maudits. J'ai abandonné en ayant ouvert l'accès aux caves, mais rien de plus. Et bon, là-dessus, quoi qu'il arrive, le dialogue qu'on a avec Océros fait que on rajoute un symbole. Donc j'ai rajouté une petite tablette à ce niveau-là, comme je lui ai menti à ce bon vieux Océros. Ce qui nous fait arriver du coup au scénario 8. Le scénario 8, encore une fois, voilà, comme je l'ai dit, pas de difficulté particulière. Moi, personnellement, je trouve que c'est un scénario final qui est pas si compliqué que ça. En fait, bon, la première partie, du coup, comme j'avais pas les différents objets, j'ai perdu un peu de temps. Mais grâce à la baguette de sourcier, j'ai fait le tour des lieux. Et en plus, bon, j'ai pas eu de chance puisque il a fallu que j'aille voir jusqu'au dernier lieu autour du, je sais pas, du Nexus ou un truc comme ça là. Bon, la deuxième partie, comme je dis, c'est une carte qui est ouverte, donc on a un peu entre guillemets l'embarras du choix. Et du coup, j'ai pas eu beaucoup de mobs qui sont arrivés, puisque du coup, j'avais Alicia. Alicia m'a fait éviter pas mal de mobs, ainsi que l'hymne antédiluvien. Finalement, sur l'ensemble du scénario, je crois que j'ai 2 mobs, 3 profonds. J'ai au total 3 profonds le dernier round, c'est un profond aussi qui a popé. Et c'était, bon, le hasard fait que c'était les 3 profonds qui nous infligeaient des dégâts lorsqu'ils nous engageaient. Mais c'est vrai que du coup, encore une fois, j'ai rien. Le chapelet de malédiction et drainer l'essence m'ont quand même beaucoup aidé là-dessus. Et encore plus avec langue surnaturelle pour gérer ça. Et du coup, en fait, entre la baguette, entre les événements qui ont géré les ennemis et langue surnaturelle qui m'a permis de les rejouer, puisque du coup, j'ai fait 4 chapelets de malédiction de mémoire et 3 drainer l'essence.
ou voire peut-être même 4, bah, du coup, en fait, ça a énormément aidé. Et en fait, ça allait très très vite. J'ai fini lors du deuxième round de la dernière intrigue. Alors, il y a eu plus rapide, mais pour un mystique, franchement, ça va super vite. Et c'était vraiment pas mal. Bon, voilà, on a passé beaucoup de temps sur le retour des scénarios. On va accélérer un petit peu parce que j'ai déjà parlé de beaucoup de choses. Si ce n'est de ce combo-là, hein. Le combo qui va bien entre ces soutiens qui nous donnent des fatalités et chapelet de malédiction et le masque du chat. J'en ai pas plus parlé que ça, mais pour autant, notamment sur mouiller jusqu'au cou, et ben ça a été banco quoi. Le nombre de fatalités mises avec le masque du chat en jeu, en fait, tous les tours, je récupérais l'offrande qui était utilisée. C'était enfin, voire les 2 offrandes qui étaient utilisées, puisqu'il y avait à chaque fois celle d'une nouvelle intrigue. Mais surtout, voilà, comme le baguette de sorcier pentacle d'Onyx, en fait, à chaque fois, ça alternait. Ou les ennemis, du coup, ça allait super vite. Ça a été vraiment flagrant sur mouiller jusqu'au cou. Ça a servi aussi pour le dernier scénario. Donc bon, c'était franchement, voilà, c'est logique, c'est facile à mettre en place. Faut pas s'en priver, c'est vrai que le masque du chat avec Dexter, ça marche quand même super bien, d'autant plus quand on fait des tests à la volonté. Des cartes maîtresses, c'est-à-dire des cartes qui ont vraiment fait le café quasiment sur tous les scénarios, c'est la baguette de sorcier et le pentacle d'Onyx, j'en ai parlé et je leur dis, elles servent d'autant plus, le pentacle d'Onyx d'autant plus quand on a des scénarios linéaires comme Aurore à toute vitesse, et la baguette de sorcier d'autant plus quand on a des scénarios avec des cartes, des maps grandes qui ont besoin de beaucoup de mobilité, la disparition d'Elina Harper, dans le Maelstrom, dans une moindre mesure parce que je les ai pas pleinement joués, Lumière dans le brouillard et la tanière de Dagon. Voilà, ça permet ce gain de mobilité que n'avait pas forcément avant les mystiques, et encore une fois avec Dexter ça marche super bien, franchement super résultat, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi efficace, et que, encore une fois, la contrepartie de mettre des fatalités sur ses soutiens soit aussi peu handicapante pour le scénario. Ce qui a été opportun, c'est-à-dire des cartes qui, en l'état sur cette campagne avec ce personnage, ont été efficaces, mais qui n'ont pas forcément vocation à être dans tous les decks, c'est prophétiser. Bon, logique, encore une fois, là on est joué pleinement sur les fatalités, et prophétiser a eu à chaque fois 3 icônes libres sur soi, donc ça change un peu, voilà, on joue toujours promesse de pouvoir. Pour une fois, on pouvait se permettre autre chose, c'est fait, surtout qu'en standard, c'est pas bien compliqué. C'est sûr qu'en difficile, je pense que je me serais cantonné à une promesse de pouvoir, mais prophétiser, voilà, en standard, ça suffit largement, surtout dans ce deck-là. Et la langue surnaturelle, comme je l'ai dit, ok, on n'avait que 2 x 2 événements avec des discussions, donc drainer l'essence et chapelet de malédiction, mais c'est vrai que, franchement, qu'est-ce que ça a été sympa. En plus, c'est un soutien, avec Dexter, j'ai pu le poser en rapide, en remplaçant d'autres choses. Et franchement, on fait pas le tour de notre deck, donc on va pas les rejouer ces événements, donc autant les avoir directement à disposition dans notre défausse. Il y a 4 charges. J'avais au total du coup 2 x 2, 4 événements, donc c'était nickel. En un exemplaire, ça suffisait très très bien. Drainer l'essence, j'en ai parlé, mais c'est vrai que là du coup, surtout sur Innsmouth, avec ses profonds qui nous mettent des dégâts et avec une valeur de 6 de vie, c'est pas inintéressant de l'avoir et de redescendre un peu ce curseur là, sachant que ça m'est arrivé je crois 1 ou 2 fois où Dexter avait quand même 5 dégâts sur lui, et j'étais bien content de pouvoir refiler des dégâts à des ennemis. Voyage astral, j'en parle assez souvent. C'est une carte que moi personne m'en parle, donc je pense qu'elle n'est pas super jouée. Pour autant, je trouve que dans le peu de choses auxquelles les mystiques ont accès pour bouger, ça fait toujours le café. Même pour le récif du diable, si jamais je l'avais joué, ça m'aurait servi, je pense. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui... Moi c'est une carte, encore une fois, que je trouve particulièrement intéressante. C'est pas cheaté, loin de là,
c'est pas le game changer, mais pour autant, sur certaines configurations, et notamment avec, encore une fois, des scénarios très ouverts, bah ça peut faire le café. Je l'ai utilisé sur la disparition d'Elina, sur mouiller jusqu'au cou, et dans le Maelstrom aussi. Donc bon. Alors les cartes mortes. Donc, qui dit carte morte, c'est que j'ai joué genre une fois et dont j'ai pas été très convaincu. Ou alors que j'ai pas joué du tout. Bon, le miroir et le pendule de cristal. Le pendule de cristal, franchement, oui, vraiment, vraie carte morte. Ça m'a servi strictement rien tout au long de la campagne. Le plus involonté, oui, c'est sympa, mais franchement, bon, voilà. Je l'ai mis pour jouer autre chose que le Saint-Rosaire. Franchement, j'ai pas été convaincu. C'est dommage. Bon, évidemment, bon, bah, avec Jacqueline ou avec Olive McBride, voilà, c'est beaucoup mieux. Le miroir de divination, en gros, il m'a servi que pour gérer la foule en colère. Bon, du coup, ça m'a quand même servi à récupérer pour une fois la clé, du coup, le flashback qui concerne la foule en colère. Bon, dans l'absolu, voilà, encore une fois, on est en induction, on n'est pas obligé d'aller chercher ça, j'aurais pu largement m'en passer. Et c'est la seule fois en fait où je l'ai joué. En standard, honnêtement, je suis pas convaincu que ce soit si nécessaire que ça. Peut-être en expert, je pense que je l'aurais plus joué. Parce que là, j'aurais eu vraiment peur pour mes tests. Et j'aurais pris le temps, je pense, de le poser. Le cran d'arrêt et la tenue élégante, bah, c'est simple, ils ont servi strictement à rien. Le cran d'arrêt, je sais que c'est un petit combo pour réutiliser la capa de Dexter. En gros, le cran d'arrêt, il est rapide, il coûtera 0 avec la capa de Dexter, et du coup, derrière, ça nous permet de rejouer autre chose derrière. Bon, oui, si on veut, ça sert, mais franchement, c'est un peu trucoïde, et oui, c'est une technique. Mais bon, ça, je trouve pas que en soi, vraiment, ce soit si nécessaire que ça, ce soit si bien que ça. C'est toujours un petit plus et de l'huile dans les rouages, mais j'ai pas senti la nécessité d'avoir à poser ce cran d'arrêt. Je crois que j'ai dû le piocher, mais ouais, je suis même pas sûr de l'avoir joué. De façon globale, je joue pas beaucoup de soutien en solo, donc ça s'explique aussi par là. Bon, et tenue élégante, voilà, c'est clairement une erreur. Je sais pas pourquoi, de mémoire, je pensais qu'il y avait quelques discussions, pas mal de discussions, et en fait, finalement, bon, il y en a... pas du tout, presque pas, donc... Oubliez la tenue élégante pour cette campagne. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant, du coup, mon run en induction de Dexter sur la campagne d'Innsmouth. La conspiration d'Innsmouth, voilà, je cherchais. Bon, on reste sur du très classique, même si... enfin, non. On reste sur du très classique parce que je pensais à Alyssa, que je joue beaucoup sur les mystiques en ce moment, mais non, dans la gestion du deck, c'est quand même assez différent de ce que j'ai proposé auparavant, avec ces fameux soutiens qui posent des fatalités. Et encore une fois, ça a été dit plusieurs fois, et on en discute souvent sur le Discord, Dexter, c'est vraiment, à mon avis, l'investigateur qui joue sur les fatalités, beaucoup plus qu'Amina, et même un peu plus que Marie, qui certes en profite via son action supplémentaire, mais finalement, dans sa gestion des fatalités, il faut tout de suite une espèce d'usine à gaz pour bien faire fonctionner le tout, et même si moi j'aime beaucoup Marie, bah, je reconnais que voilà, Dexter, en fait, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, et du coup beaucoup plus agréable à jouer aussi, quand bien même Marie est très forte. Voilà, bon bah, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, et d'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes parties. À la prochaine, au revoir.